Ma mère avait plusieurs fois exprimé le désir de revenir à la maison, au moins pour quelques jours. Malgré la mauvaise expérience qu'avait été l'achat je disais à mon père que l'on ne pouvait pas humainement lui refuser ça. Mon père avait très peur d'avoir à revivre des journées de gémissements, pleurs et cris de sa femme, et il avait également le souvenir de plusieurs nuits blanches. Mais j'avais fini par le convaincre qu'il fallait accepter le retour de maman à la maison. Il était impossible pour moi de lui dire non. Par contre, nous pouvions fixer certaines conditions. C'était de tout cela dont nous avions parlé avec le docteur et la psychologue du centre. Enfin, entre ce qu'ils ont dit et... 1. Les préparations de ces 3 jours. Le mardi 12 janvier, nous avions rendez-vous, là on est en 2016, avec les docteurs et le psychologue du centre. Mon père avait exprimé sa crainte de voir maman revenir à la maison, même pour quelques jours. On nous avait rassurés en nous parlant de pouvoir bénéficier d'une enveloppe de quelques milliers d'euros qui permettrait de faire appel à des assistants de vie pour 24 heures, ou de 24 heures sur 24. Bon, déjà, les aides de vie, elle n'en voulait pas, donc même si tu faisais venir une aide de vie, il aurait 3 jours d'HAD. Mais en fait, compte, l'enveloppe, quand ils ont vu ce que ça a coûté, c'est mon frère, en fait, on a trouvé une autre solution. Enfin bref, pipo pipo. Mais la sécurité sociale ne nous ayant pas donné leur accord, mon père touchant une retraite trop importante, la solution ne pouvait donc pas être celle-ci. Finalement, mon frère et moi avions proposé que le retour de notre mère se fasse durant le week-end, afin que mon frère puisse être présent de jour comme de nuit. C'était à cette seule condition que la HAD de ma mère allait pouvoir être mise en place. Ah ouais, moi je dis, il faut quelqu'un avec moi, sinon moi je ne veux pas. Je me rappelais bien que le 20 janvier c'était mon anniversaire et le 11 février prochain celui de ma mère. Mon frère se demandait si notre mère allait pouvoir tenir jusqu'à son anniversaire à lui, le 8 mars. Ben non. Le samedi 16 janvier, son pick-line avait été retiré, car le personnel médical pensait que ma mère avait de la fièvre en raison d'une infection qui était peut-être causée par sa présence. Puis finalement, un nouveau lui avait été posé quelques jours plus tard. Le lundi 18 janvier, alors que rien ne me permettait de savoir si ma mère allait pouvoir revenir à la maison pour 3 jours, je l'avais vu arriver à la maison tout le matériel médical. Cela voulait dire devoir trouver la place pour recevoir un lit médicalisé, un fauteuil roulant et tout le nécessaire des soins infirmiers. Afin de ne pas mettre la maison tout en dessous pour rien, j'avais préféré refuser cette installation tant qu'il n'était pas certain que ma mère puisse revenir. Mon frère m'avait prévenu que la sécurité sociale ne nous accorderait aucune aide pour pouvoir profiter des aides de vie pour notre mère. Donc démerde-toi toute seule. Voilà. Ce n'était pas un problème pour recevoir notre mère si mon frère s'engageait à rester tout le week-end, de jour comme de nuit. J'étais d'accord pour son retour, mais à condition de ne pas avoir à être seule avec mes parents. Attends, ça va, stop, hein. Je suis là aussi, oh. Une première journée qui débute mal. Ma mère était censée arriver à la maison le vendredi 22 janvier dès 14 heures et repartir le lundi 25 janvier vers 14 heures. Au final, c'était vers 19 heures qu'elle a été amenée en ambulance après que tout le personnel médical de l'HAD avait installé le matériel nécessaire et l'attendait. Le soir même, mon frère devait venir à la maison pour la nuit et pendant tout le week-end, mais il n'était pas prévu qu'il allait être retenu pour s'occuper de sa fille. Ce soir-là, mon frère n'avait donc pas pu se libérer avant minuit, de 19h à minuit. Le lendemain matin, je me sentais totalement désemparée du fait de me retrouver seule face à la détresse de ma mère, qui ne pouvait pas s'empêcher de pleurer et de gémir. Mon frère avait dû repartir chez lui pour quelques jours, pour quelques heures. J'étais si mal que j'avais appelé ma tante à la rescousse pour lui parler de mon désarroi. Ce n'était pas ce qui était prévu. Il faut que Jeff revienne au plus vite, parce que sinon, moi toute seule, je ne vais pas tenir. On n'a pas le droit de m'imposer de vivre ça une nouvelle fois. Je ne peux pas supporter la souffrance de ma mère. Après avoir discuté avec mon père, il était décidé de poursuivre l'expérience jusqu'au lundi prochain, comme cela avait été prévu. L'infirmière qui réveille ma mère chaque jour à 5 heures du matin. Ce même jour, lorsque l'infirmière était venue pour les soins, je me trouvais encore dans tous mes états après la crise de nerfs que je venais de faire. J'avais eu la bêtise de partager mon émotion avec l'infirmière se trouvant là. Elle m'avait répondu que j'en faisais trop, qu'il me fallait apprendre à rester indifférente à ses pleurs, à ses cris et à ses gémissements, car ils faisaient partie de la maladie. Et enfin, elle concluait par une sentence implacable. Si c'était ingérable pour vous, vous n'aviez qu'à refuser que votre mère revienne à la maison. Putain, ça, ouais, celle-là, je l'aurais boxé. Comment pouvait-on me demander d'être indifférente aux pleurs de ma mère? Et qui étais-je pour refuser à ma mère de rentrer chez elle? Étrangement, cette même infirmière avait été licenciée par maman dès le lendemain. Démonstration faite que je n'étais pas la seule à ne pas l'apprécier. Pour tout vous dire, elle venait chaque matin à 5h30 pour prodiguer ses soins à ma mère.
Elle entrait et allumait la pièce sans tenir compte du fait que sa patiente se trouvait endormie juste au-dessous de la lumière. Je me souviens du jour où on avait mis plus de 2 heures à faire trouver le sommeil à notre mère. Et bang! L'infirmière qui venait la réveiller. Ne pouvait-elle pas attendre une heure correcte pour venir la réveiller, pour lui torcher le derrière? Ah non, sa tournée avait des horaires bien définis, qu'il n'est pas possible de modifier. Le matin suivant, il ne fallait pas qu'elle s'étonne de ne pas pouvoir allumer la pièce, puisque l'ampoule avait disparu. Je lui ai dit à mon frère, on va décrocher l'ampoule, puis c'est tout. Comme ça, elle arrêtera d'allumer la lumière dans les yeux de ma mère. Alors, nous l'avions retirée exprès, tout en lui disant qu'elle avait sauté, que nous n'en avions pas d'autre. Ça cogite là-dedans. C'était cette même infirmière qui avait fait exploser une poche de perfusion. Résultat, il y en avait eu de partout par terre et sur la vitrine de la fenêtre. L'assistante de vie n'avait pas été contente le lendemain matin de constater qu'elle ne parvenait plus à nettoyer correctement les sols de la chambre de ma mère. Bon, 4. On improvise. Je n'étais pas réellement certaine que le retour de ma mère lui était profitable. Elle se sentait si mal, où qu'elle soit, mais comme c'était son souhait, j'avais tenu à la respecter. Durant ces 3 jours d'HAD, ma mère n'avait pas pu profiter du fauteuil roulant parce que l'infirmière n'avait pas voulu prendre le risque de la sortir de son lit médicalisé. Donc elle est restée au lit médicalisé tout le temps. Vous imaginez, si l'infirmière elle refuse, même ma mère sur son fauteuil roulant, de pas qu'elle se casse la gueule. Alors moi, ouais, moi par contre, on aurait son... Ok. J'avais tenté de prodiguer un peu de bien-être à ma mère en lui proposant une séance de réflexologie plantaire légère. Quant à mon frère, il lui avait fait écouter de la musique et regarder le jardin en vidéo, puisqu'elle ne pouvait plus marcher pour le voir. Notre mère nous réclamait souvent à pouvoir avaler quelques gouttes d'eau extraites de glaçons. Un soir, elle m'avait surprise à me demander un peu de glace au chocolat. Je n'avais pas pu lui refuser, mais elle s'en était mise un peu partout, sous l'eau de pyjama, que l'infirmier ne lui avait pas changé pour la nuit. Je n'étais pas du tout prête à continuer à m'occuper de ma mère, car j'avais si peur de commettre une erreur qui lui soit fatale. Je savais que ma mère était condamnée par cette terrible maladie. Le neurologue me l'avait assez souvent répété quand je lui disais que ma mère prenait des risques en restant à la maison. Mais ces 3 jours à la maison, avant son départ en soins palliatifs, ma mère les avait tant réclamés. Même si je pensais qu'elle se faisait du mal à revenir à la maison dans cet état d'extrême dépendance, elle a été avec nous et dans sa maison. Mourir à la maison, je ne pouvais pas le lui offrir, mais je pouvais m'occuper d'elle au maximum de mes faibles capacités. Je tenais à être présente pour elle, même si je peinais souvent à la comprendre. J'ai devenue en quelque sorte, durant ces 3 jours d'HAD, l'assistante de mon frère, qui avait la lourde tâche de tenter au maximum de comprendre maman. La tablette magique était très souvent sollicitée. Elle nous rendait bien des services, même si on ne parvenait pas toujours à lire toutes les lettres que notre mère imprimait du bout de ses doigts, affaiblis par toute cette terrible maladie. Il y a une petite photo là, que tu voyais. Ma mère dans son lit, où j'ai photé son visage, essayant d'écrire difficilement. Ma mère n'avait jamais accepté d'écrire en majuscule, parce que je dis écrire en majuscule, on arrivera à mieux à lire. Avec son écriture de chat, j'avais donc bien du mal à la déchiffrer, surtout à la fin quand la maladie lui avait pris ses dernières forces. Elle se mettait alors à écrire des mots de manière emmêlée. Dans un tel cas, je cherchais le clavier virtuel que je lui avais confectionné. Ainsi, elle pouvait nous faire comprendre le mot qui ne passait pas. Bien sûr que si elle était trop fatiguée, sa main ne parvenait pas à nous montrer clairement la lettre qu'elle souhaitait désigner. Aussi bien elle que nous étions frustrés alors des difficultés de communication, mais nous n'avions pas d'autre choix que d'apprendre à la patience. J'avais lu sur Internet que le médecin traitant devait, autant que possible, conserver un rôle central tout au long de la prise en charge du patient en HAD. Les discussions avec lui sont indispensables afin de bien mesurer les possibilités et les limites du patient et de ses proches. En pratique, il en était tout autrement. Le médecin généraliste, qui est censé s'occuper de ma mère, brillait par son absence. Chapitre 4. Retour au centre pour quelques jours. Le lundi 25 janvier 2016, ma mère était de retour au centre, comme cela avait été prévu. Ma mère voulait rester plus longtemps à la maison. Ma mère nous avait exprimé son désir de rester un peu plus longtemps à la maison, mais ce n'était pas possible puisque la fin du week-end signifiait le départ de mon frère. Sans lui, je ne pouvais pas assumer seule avec mon père la présence de ma mère. Elle avait fini par le comprendre, même si j'imaginais bien que ce n'était pas facile à accepter d'avoir à repartir. Quand les ambulanciers étaient venus la chercher pour la ramener au centre, j'étais là pour assister à son départ.
Je tenais à être à ses côtés dans tous les moments, même si c'était difficile, car je savais que je vivais les derniers instants de la vie de ma mère. Une place s'est libérée au CHU. Moins d'une semaine après son retour au centre, ma mère trouvait une place au CHU de Saint-Éloi, à l'unité de soins palliatifs. Elle était enfin là où il fallait qu'elle soit, quoi. Parce que c'était une autre prise en charge. C'était culpabilisant de se réjouir qu'une place se libère enfin, parce que cela signifiait qu'une personne venait de décéder, et qu'une autre famille attendait sûrement, elle aussi, que ma mère s'envole. Je me rappelais que notre mère nous avait écrit durant sa dernière rachetée qu'elle n'avait pas sa place au centre, elle attendait d'entrer en soins palliatifs pour y finir ses jours. Chapitre 5. Admission au CHU, l'unité de soins palliatifs. Dès le 4 février 2016, ma mère était transférée à l'unité de soins palliatifs. Après, je parle des soins palliatifs en France. Il a fallu attendre les années 1987 pour qu'il y ait la création de l'hôpital, à l'hôpital de la Cité de Paris, à l'initiative du docteur Arrivant, pour que soit instaurée la première unité de soins palliatifs. Voilà. Au Royaume-Uni, c'est Claude Saunders, qui était infirmière et aumônière à l'hôpital Archway. C'est en 1947, première fois que ça existait. Avant, ça n'existe pas. En fait, les mourants s'en foutaient, quoi. N'empêche qu'il y en a une qui... Avant d'être mourant, on a encore envie, donc on est des vivants. Alors, le problème actuel en France concerne l'accès aux soins palliatifs. Seulement 15% des Français peuvent en bénéficier. La situation pourrait bientôt changer si la loi Leonetti sur la fin de vie, qui a été adoptée en janvier, le 27 janvier 2016, donc c'était tout frais, hein, réussissait le projet de développer l'accès aux soins palliatifs. La loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs donne une définition des soins palliatifs. Alors, les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. Bref, je passe. Après, pour la personne responsable de l'unité de soins palliatifs, appropriée, il n'y soigne pas des mourants mais des êtres vivants. Cette précision prenait tout son sens pour moi au souvenir de l'expérience vécue par ma tante lors de la fin de vie de ma grand-mère. Donc je vous raconte la fin de vie de ma grand-mère. Dans les années 80, ma grand-mère avait été hospitalisée à Montpellier au centre Val d'Orel, devenu depuis 2013 l'Institut régional du cancer de Montpellier, qui est un des plus anciens centres de lutte contre le cancer de France, afin d'être prise en charge pour un cancer en phase terminale. Quand ma tante avait demandé si elle pouvait s'entretenir avec la femme médecin responsable, celle-ci avait répondu d'une voix forte et audible pour tout le monde, y compris par ma grand-mère qui était alitée dans un lit d'hôpital. « Ah non, j'ai déjà vu la famille, ça suffit comme ça. Je n'ai pas de temps à perdre avec les mourants. » Super. Ce que pouvait donc bien ressentir ma grand-mère à cet instant. Avoir l'impression d'être devenue une charge pour la société et pour leurs proches est selon moi ce qui incite les personnes en fin de vie à demander l'euthanasie. Alors que leur offrir une écoute bienveillante et la prise en compte de leur douleur pour leur permettre de se sentir encore un peu exister. Les directives anticipées permettent aux médecins de connaître et de respecter les souhaits de la personne en fin de vie. Quant à la possibilité de réaliser des examens ou des interventions, mais aussi de débuter ou de limiter certains traitements. Ainsi, chacun peut stipuler son refus d'un acharnement thérapeutique. Les directives données peuvent être changées à tout moment. Le CHU s'était informé dès l'entrée de ma mère à l'unité de soins palliatifs de l'existence et du contenu des directives anticipées signées par elle. Ainsi, le jour où il avait fallu décider de la poursuite ou non de soins à lui prodiguer, le personnel médical avait tenu compte de la volonté de ma mère, qui était contre tout acharnement thérapeutique. En l'occurrence, il s'agissait de ne pas lancer d'antibiogramme pour identifier les bactéries responsables de son infection chronique. En France, la loi du 4 mars 2002 établit un droit de refus de l'acharnement thérapeutique et remet le patient au cœur des décisions médicales qui le concernent. La loi du 22-2005, la loi Leonetti, a fait une interdiction de l'obstination déraisonnable par les médecins. Obstination déraisonnable. À partir de quand on le fait, c'est... Comment rédiger les directives anticipées? Il faut être majeur et en état d'exprimer sa volonté libre et éclairée au moment de la rédaction. Et il faut écrire soi-même ses directives. Elles doivent être datées et signées.
Ouais, je vous mettrai ça par écrit sur le site. Voilà, après il y a le droit à la sédation profonde du 27 janvier 2016, c'est tout récent. C'était vraiment au moment où ma mère est décédée, quoi. Juste avant. Droit à la sédation profonde et continue. Voilà. Comment communiquer avec son proche dans ces conditions? Ouais, mais là, je parle des problèmes qu'il peut y avoir entre eux. C'est bien beau, hein, tout ça, mais alors il dit, pour Jean Leonetti, donc qu'est-ce qu'on peut offrir? C'est un droit de dormir avant de mourir pour ne pas souffrir. Voilà ce qu'ils offrent. Dans le cas de ma mère, nous avions demandé à ce qu'elle ne reçoive pas de morphine avant les soins, les jours où il était prévu que nous venions la voir. Dans ces dernières semaines de vie, il nous était difficile de pouvoir faire la distinction entre un sommeil causé par la sédation et son état semi-comateux, qui était causé par la maladie elle-même. Une infirmière m'avait clairement fait comprendre que j'avais le choix entre voir souffrir ma mère ou bien l'avoir endormie. Je ne souhaitais ni l'une ni l'autre, mais il était trop tard pour espérer qu'il puisse en être autrement. Quand elle résidait encore à la maison, ma mère avait demandé à partir en Suisse pour se faire euthanasier, parce qu'elle avait peur d'une fin de vie dans la souffrance. Mais à partir du moment où elle s'était sentie accompagnée en douceur vers sa mort, elle semblait être prête à ne plus précipiter son départ et à attendre son heure. Après je parle de l'euthanasie, tout ça. Une place pour maman. Ok. Jusqu'à présent, le personnel médical demandait à ma mère si elle était d'accord avant de la placer sous anxiolytique, calmant, antidépresseur, mais depuis son placement au sein de l'unité de soins palliatifs, on nous apprenait que notre mère n'était pas assez soulagée. Afin de lui rayer ces gémissements, pleurs et cris, qui étaient l'expression de sa détresse et des douleurs physiques, il fallait qu'elle soit davantage sédatée. Avant chaque soin, elle recevait une dose de morphine afin de lui éviter de partir en live comme à la maison. Cela me donnait l'impression qu'elle savait ce qui lui convenait le mieux. Ce n'était plus à elle de choisir puisqu'elle était dans une unité spécialement formée à accueillir des personnes en fin de vie. Nous n'avions plus qu'à leur faire confiance. Depuis le temps qu'on attendait qu'une place se libère pour elle, par rapport au centre, qui visait à la prise en charge médicale de personnes âgées dépendantes, il était clair que l'objectif ici était différent. Il ne s'agissait plus seulement de soigner de telles personnes, mais de les soulager et de les accompagner jusqu'à leur fin de vie. Et là, il y a une photo de mon frère qui prend une photo de ma mère au centre de soins, unité soins palliatifs. À ma grande surprise, ma mère ne semblait plus souhaiter que l'on précipite sa mort. Même si elle avait dit aspirer à partir au plus vite une fois les problèmes de succession résolus, ce qu'elle n'a jamais fait d'ailleurs, elle semblait s'être résignée à mourir. Lorsque j'avais exprimé le fait que ma mère montrait des signes de difficulté à respirer et que j'étais étonnée qu'on ne lui ait jamais posé le masque avec la machine VMI pour la faire ventiler, on m'avait répondu que sa respiration était normale. Ma mère n'étant plus à ma charge, j'avais préféré ne pas insister. Mourir dans la dignité. Je me souvenais des questions passées au sujet de la fin de vie. Ma mère avait toujours été claire à ce sujet. Elle était contre tout acharnement thérapeutique. Son leitmotiv était de mourir dans la dignité. Il restait à définir ce qu'elle entendait par ces termes. Je trouve que l'histoire suivante y répond assez bien. Aux Indes, Mère Teresa avait eu à s'occuper d'un mendiant mourant. Elle avait mis toute sa douceur et sa délicatesse pour laver, nettoyer ses plaies, l'habiller avec des vêtements propres. Puis, une fois couché, le mourant lui avait dit « J'ai toujours vécu comme un chien. Mais, je ne saurais pas lire, je vais mourir comme un prince. » Parce qu'il avait été bien soigné. Des adieux difficiles. À chaque fois que j'allais voir ma mère, je me disais « C'est peut-être la dernière fois que je la vois. » Avoir conscience de cela me permettait de me préparer au fait que ma mère allait bientôt mourir. Pour autant, j'espérais que sa vie n'allait pas finir ainsi, sur un lit d'hôpital. D'accord, la SLA étant une maladie neurodégénérative, j'avais conscience que l'état de ma mère allait empirer de jour en jour. Mais, avouons que personne n'est préparé à accompagner un proche jusqu'à sa fin inéluctable. Ce jour-là, le vendredi 12 février 2016, elle venait d'avoir 77 ans. Donc, depuis 2 jours. J'avais rendez-vous avec la psychologue de l'unité de soins palliatifs au CHU. J'avais bien besoin de pouvoir parler, de m'exprimer sur ce que nous vivions, mon père, mon frère et moi, depuis plusieurs semaines. Plus ma mère partait et plus je ressentais en moi une envie de survivre à cette épreuve, de profiter au maximum de cette vie sur Terre qui est éphémère.
La fin de vie de ma mère était en quelque sorte une leçon de vie pour moi. Je prenais conscience que moi aussi, un jour, j'allais mourir, quitter cette vie. Je ne savais pas que ce matin-là, c'était la dernière fois que j'allais voir ma mère, lui prendre la main, avoir un contact physique et visuel avec elle. Lorsque j'étais rentrée dans sa chambre et que j'avais vu ma mère allongée dans son lit, ses yeux s'étaient tournés vers moi. Quelle chance! Pour une fois, elle n'était pas complètement amorphe dans son lit. Je sentais une présence en elle. Oui, elle était bien là avec moi. C'était, je crois, la seule fois où je pouvais être seule avec elle. Ah si, il y a eu ce matin-là au CHU, lorsqu'elle a été hospitalisée. Mais nous avions été dérangés par les ambulanciers qui étaient venus la chercher pour lui installer le Buclan. Donc ce matin-là, j'avais été boostée par l'entretien que je venais d'avoir eu avec la psychologue. J'étais pour une fois prête à faire face à l'état de santé déplorable de ma mère. Elle était donc allongée sur son lit, la bouche ouverte, parce qu'elle respirait mal. Ça quoi. J'entendais son souffle, mais j'étais prête à passer outre l'image que j'avais d'elle. Je m'étais installée près de son lit et j'avais cherché à lui prendre les mains qui étaient sous le drap. J'avais pris sa main droite dans mes mains et j'avais commencé à l'effleurer. En me mettant à masser sa main droite, je lui disais « Maman, souviens-toi de ces moments passés ensemble où je te massais les mains. » Parce que je lui avais fait le massage. J'avais appris la physiologie de la mère. Voilà. J'avais donc eu la chance d'avoir ce dernier contact avec elle, un contact tactile, un toucher qui procure du bien-être, un toucher qui fait passer de l'amour, de la tendresse, un lien affectif et chaleureux. Après lui avoir passé la main droite et lui avoir dit de profiter de cet instant avec moi, je m'étais mise près de son oreille droite et j'avais commencé à lui effleurer le visage, le front, la joue, le menton. Puis j'avais essayé aussi d'effleurer sa joue gauche. À ce moment-là, je sentais ses difficultés pour respirer. Je ne pouvais pas être certaine qu'elle était vraiment présente car elle avait fermé les yeux. Mais je m'étais dit, Christelle, tu partages ça avec maman. Profite toi aussi de ces derniers instants passés en sa compagnie. J'essayais d'appliquer ce que m'avait dit l'orthophoniste, les conseils qu'elle m'avait donnés. Ok, il faut faire simplement des effleurements, un peu comme des caresses, parce que les muscles sont sensibles. Pour ne pas lui faire mal, il faut se contenter d'effleurer sa peau. Je m'étais surprise à lui murmurer à l'oreille ces mots suivants. Maman, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu. Tu as fait 3 beaux enfants. On te remercie pour nous avoir donné la vie. Maintenant, tu peux partir en paix. J'avoue que je me trouvais un peu bête, stupide, de ne pas savoir quoi dire de plus à ma mère dans un tel instant. Mais personne n'est préparé à savoir dire adieu à un proche qui est en train de mourir. Peu importe, j'avais été là pour elle et je lui avais donné tout mon amour une dernière fois. À ce moment-là, une aide-soignante ou une infirmière était rentrée dans la chambre et m'avait dit « Vous avez pu lui parler ?» Putain, je rêve. Qu'est-ce que tu fous? Oui, elle était là, je sais qu'elle était présente parce que j'avais vu son regard sur moi. Cette personne m'avait répondu « Peu importe, l'important c'est que vous ayez eu l'impression qu'elle était là. » Non, non, l'important c'est que je sais qu'elle m'a vu et senti. Enfin, ta gueule! J'ai vu à ses yeux qu'elle était présente. À ce moment-là, ma mère me regardait. Quand je lui ai dit « Maman, je sais que tu ne peux pas me parler, ce n'est pas grave. Mais je sais que tu m'entends. Maintenant, il va falloir que je parte. » Je lui dis à ce moment-là. Elle avait alors poussé un petit gémissement, comme pour me confirmer qu'elle était là et qu'elle m'entendait. C'était suffisant pour moi. Je m'étais dit, je ne suis pas restée longtemps, mais ce n'est pas grave. Il faut maintenant que je la laisse partir. En plus, je devais rentrer à la maison pour faire le repas pour mon père. Je must go on. Avec le recul, j'aurais bien voulu rester plus longtemps, mais l'important, c'était l'intensité de cet instant que je venais de partager avec elle. Le soir même, j'avais dit à mon frère, c'est bon, j'ai dit adieu à maman. Je ne compte plus à retourner à la voie, parce que jamais plus, je ne pourrais être plus présente pour elle que je ne l'étais à ce moment-là. Voilà. Mon frère était un peu surpris de m'entendre dire cela. Rapidement après avoir dit cela, j'avais pensé que je serais retournée à la voie, même si je savais que je ne pourrais plus rien partager avec elle. Ce jour-là, j'étais si contente en saisissant toute la chance que j'avais eue d'avoir pu partager ce moment-là avec ma mère. Le lendemain matin, mon père et ma tante n'avaient pas eu la même chance que moi. Ma mère se trouvait profondément endormie lors de leur visite. Partie 4, Game Over. Ma mère est morte le samedi 13 février à 21h25 au CHU de Saint-Éloi, à l'unité de soins palliatifs, 2 jours après son 77e anniversaire.
L'annonce du diagnostic de ma mère. Game over. Sur le moment, je n'avais pas vraiment capté ce que cherchait à me dire mon frère. Mais en entendant ses pleurs au téléphone, j'avais rapidement compris qu'il m'annonçait la mort de notre mère. Ce soir-là, mon père et moi étions en train de dîner. Comme nous mangions du coq-collé, l'un des plats préférés de ma mère, j'étais en train de penser à elle. À ces samedis soirs, nous passions tous ensemble devant la télé à regarder The Voice, à TF1. Elle aimait beaucoup cette émission et elle en profitait toujours pour donner des croquettes à sa chatte personne accalmie, bien confortablement installée sur le canapé du salon. Ce samedi-là allait devenir un jour très spécial pour nous. Mon père était devenu veuf et nous orphelins de notre mère. À l'annonce de la mort de ma mère, je m'étais surprise à poser une étrange question. Comment est-elle morte? Bien sûr, je savais que ma mère était condamnée à décéder de la Stella, mais je tenais à savoir dans quelles conditions cela s'était produit. Je voulais être rassurée sur le fait qu'elle n'avait pas souffert. Il en était autrement pour mon frère, qui était sous le choc d'un nouvelle. On s'en fout, Christelle! Elle est morte, c'est tout! Mon frère m'expliquait qu'une personne était passée que 5 minutes après, maman avait cessé de respirer. Sa mort était notée à 21h25. Mon frère était venu quelques minutes plus tard avec ma belle-sœur pour récupérer des habits pour maman. Sachant que mon estomac fragile n'aurait pas supporté de sortir après le repas, surtout pour aller à l'hôpital pour voir ma mère morte, j'avais préféré rester à la maison avec mon père. Chapitre 2. La cérémonie du 20 février 2016. Au parc de Gramont. Voilà. Après, je vais vous lire le texte que j'ai rédigé et je vous montrerai peut-être la vidéo où on me voit en train d'en parler. Maman, personne n'aurait pu imaginer que ta vie allait s'arrêter aussi brutalement en ce début d'année 2016. Tout le monde te décrit comme une femme forte et toi-même tu pensais que la maladie ne pouvait pas t'atteindre. Le 1er octobre, on était ensemble quand le neurologue du CHU a diagnostiqué la maladie de Charcot. Ensuite, tout s'est enchaîné super vite. Les premières chutes jusqu'à ton hospitalisation. La maladie nous a laissé aucun répit. Tu sais comme on a été très complices toutes les deux et comme on s'est beaucoup aidés et soutenus, à tel point que je me suis demandé comment j'allais maintenant pouvoir vivre sans toi. Alors, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai trouvé une astuce pour ne pas être triste en pensant à toi, me souvenir des moments joyeux, des anecdotes amusantes qu'on a pu vivre ensemble, l'image de toi que l'on doit avoir à l'esprit. Ce n'est pas toi allongé dans un hôpital, la bouche ouverte avec du mal à respirer, mais toi en train d'être active, dans le jardin, ton sourire, ta joie de vivre et ton humour. Je vais finir en racontant une anecdote qu'on avait vécue ensemble au mois de novembre dernier. Tu étais tombé en voulant faire sortir la chatte de le jardin. J'étais tranquillement en train de dîner avec papa quand j'ai entendu un grand boom. Quand je suis allée voir ce qui venait de se passer, je t'ai vu allongé par terre. Papa est alors rentré et m'a demandé tu es tombé. Mais non, maman était fatiguée et a eu envie de s'allonger par terre. Et là, on s'était regardé, on avait éclaté de rire, toi et moi. Toi qui adorais la nature et les animaux, envole-toi. Toi qui adorais la nature et les animaux, envole-toi. Tu as retrouvé ton entière liberté. Je t'aime. Adieu, maman. Voilà, voilà, voilà. C'est fini. Et Jaina est toujours pas là. Ça fait 1 heure que je tâche. Punaise. Punaise. Oh, oh, oh. What the fuck? 11h21, elle avait dit qu'elle serait là avant 11h. Demain avant 11h. Bon, c'est pas grave. Ça m'a permis de clôturer ce chapitre. Une page se tourne. Voilà.